Pour commencer sur la prévention, je vous apprends rien. L'endocardite, c'est une rencontre entre une bactériémie et un terrain à risque. Et donc la prévention va vraiment chercher à agir sur ces deux terrains, et notamment sur la bactériémie. Alors la bactériémie, elle vient d'une porte d'entrée. On a différents sites dans le corps où il y a beaucoup de bactéries, dont certaines pourvoyeuses d'endocardite. Donc je pense notamment à la bouche, au niveau cutané, au niveau digestif. Et donc finalement, éviter qu'il y ait des plaies ou des infections sur ces sites vont participer à la prévention de la bactériémie et donc de l'endocardite. Donc le volet de prévention va être plutôt autour des mesures préventives. Et puis également les gestes invasifs, surtout au niveau de ces sites où on va créer volontairement une brèche qui peut favoriser la bactériémie. Et dans ces cas-là, l'axe de prévention va être l'antibioprophylaxie. Ensuite, il y a le terrain à risque. Alors, le terrain à risque d'endocardite, c'est-à-dire souvent du matériel ou alors un tissu qui est altéré qui va permettre à la bactérie de se greffer et de donner l'endocardite. Et puis, il y a également les patients à risque d'évolution défavorable qui vont également être cibles de cette prévention. Donc, pour ça, l'axe de prévention va être d'identifier ces patients. Alors sur l'identification des populations à risque, finalement c'est des choses qu'on connaît bien, les patients qui sont à risque d'endocardite. Alors désolé, ça ne rend pas bien du tout, mais globalement, ça c'est une étude de 2018 au Royaume-Uni avec les données du NHS qui ont regardé un peu l'incidence de l'endocardite en population générale, donc 4 cas pour 100 000 habitants, 100 000 personnes par an, ce qui est quand même assez faible, mais ce qu'on retrouve globalement dans les études. Et en fait, il y a vraiment des patients qui vont avoir une incidence d'endocardite 200 voire, 50 fois, voire 100 fois supérieure à cette incidence. Et notamment, il s'agit des patients qui ont une endocardite auparavant ou alors une prothèse valvulaire. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé en bleu le risque d'endocardite, mais en rouge aussi le risque de décès. Et en fait, on voit bien que ceux qui sont particulièrement à risque d'endocardite sont aussi à risque de décéder. Et ça, c'est un autre graphique qui montre la survie chez les patients à risque. Et on voit bien que notamment en rouge, il y a les patients qui ont déjà fait une endocardite, et en jaune et gris, ceux qui ont une prothèse valvulaire qui sont plus à risque de décès en cas d'endocardite. Donc, à risque intermédiaire, ça va être tous ceux qui ont une valvulopathie par dégénérescence ou un dispositif cardiaque implantable. Et dans les risques élevés, vous le savez, c'est les patients qui ont déjà un antécédent d'endocardite infectieuse, ceux qui ont une prothèse valvulaire, et puis les cardiopathies cyanogènes opérées ou non opérées, ou alors opérées avec matériel. Globalement, sur l'axe de prévention, chez les patients qui sont à risque élevé, ça va surtout être l'antibioprophylaxie. Et chez ces patients-là et ceux avec un risque intermédiaire, ça va être surtout les mesures préventives justement de gestion de la porte d'entrée. Alors voici les recommandations 2023 en comparaison avec les recommandations de 2015. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est ça qui catégorise en fait ces patients à risque. En fait, on sait globalement mieux qui sont à risque et qui sont éligibles à une antibioprophylaxie, avec une puissance qui augmente. Alors vous avez vu les patients qui ont un remplacement valvulaire par voie transcutanée au niveau mitral et tricuspide, ils ont mis un rang 2A, mais surtout parce qu'on a peu de données. Et également apparaît les patients greffés cardiaques dans les recommandations. Alors ceux-là, ils ne sont pas tant à risque d'endocardite streptococcique liée au strepto de la bouche, mais plutôt ils font des endocardites à Staph ou à Aspergillus. Mais ils sont tellement de mauvais pronostics qu'on va considérer qu'ils sont aussi éligibles à une antibioprophylaxie. Et les principales bactéries qui donnent des endocardites et un peu leur habitat, où est-ce qu'on peut les retrouver. Et alors nous, on s'intéresse particulièrement à la porte d'entrée dentaire, qui représente à peu près 30% des portes d'entrée quand on en retrouve une, avec toutes les bactéries pourvoyeuses d'endocardite qu'on peut retrouver dans la bouche. Alors cette notion de risque d'endocardite en cas de geste dentaire, elle est pas toute jeune, hein. Ça c'est un article de 1987, une étude chez les rats. Ils sont intéressés à savoir ceux qui avaient une valvulopathie induite artificiellement, est-ce qu'ils étaient à risque d'endocardite si on leur arrachait les dents. Et ben, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient une parodontopathie au préalable, probablement en lien avec une importante pullulation microbienne, faisaient plus d'endocardite si on leur arrachait les dents. Il y a eu des données chez l'homme assez fiables, hein. Ça, c'est tous les essais qui ont été faits avec une méta-analyse qui montre bien que mettre une antibioprophylaxie en cas de geste d'extraction dentaire, en tout cas tout geste qui va toucher à la gencive, permet de prévenir la bactériémie après le geste.
En revanche, c'est plus compliqué de montrer est-ce que ça prévient l'endocardite, comme c'est un événement rare. Et d'ailleurs, c'est tout le problème de cette thématique-là, c'est qu'il n'y a pas d'essai randomisé qui compare antibio-prophylaxie ou non. Et en fait, c'est un essai qui serait irréalisable de par les coûts que ça engendrait. Et aussi en termes d'éthique, on a quand même pas mal de billes maintenant pour savoir que l'antibio-prophylaxie est importante chez les sujets à risque. On ne pourrait pas se permettre de ne pas le faire. Donc, suite à un peu ces données, il y a eu une large approbation de l'antibioprophylaxie pour les gestes invasifs dentaires, mais pas que, tous les gestes invasifs finalement. Donc ça, c'est recommandations américaines et européennes au début des années 2000 qui disent globalement il faut faire une antibioprophylaxie. Et alors, ce qui est intéressant dans l'historique pour comprendre, c'est que dans les années 2000, justement, on a eu pas mal de données, et notamment sur le fait que la bactériémie, finalement, chez le sujet sain, c'est assez fréquent. Et donc ça, c'est un essai randomisé brossage de dents versus extraction dentaire. Et on a fait des hémocultures dans les 5 à 10 minutes après le geste. Et on s'est rendu compte que l'extraction dentaire était à risque de bactériémie, mais le brossage de dents aussi. 25% des personnes se brossant les dents avaient dans les 10 minutes suivantes une bactériémie à un germe responsable potentiellement d'endocardite. Alors vous allez me dire peut-être qu'en cas d'extraction dentaire, il y a un gros inoculum et donc il y a plus à risque de bactériémie. Et vous auriez raison, c'est la question que je me suis posée. Et ça, c'est une étude que j'ai trouvée sur le modèle animal où ils ont soit inoculé un inoculum d'un seul coup chez l'animal, soit ils ont inoculé cet inoculum de manière prolongée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait autant d'endocardites dans les deux bras, quoi. Ceux qui ont une exposition prolongée à un faible taux de bactéries, finalement, faisaient autant d'endocardites que ceux qui avaient un gros inoculum. Donc finalement, l'antibioprophylaxie, ce serait une goutte d'eau dans un océan de bactériémie. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent de faire cette antibioprophylaxie ? D'autant que ça a des coûts, parce qu'il y a un risque d'effet indésirable, notamment d'anaphylaxie, et puis il y a un risque de sélection de mutants de résistance avec la lutte contre l'antibiorésistance, justement. Et donc, suite à ces données, il y a eu un recul assez net dans les nouvelles recommandations, et c'est celle qui faisait foi jusqu'à peu de l'ESC 2015, sur les indications de l'antibioprophylaxie en cas de geste invasif. Alors, on a gardé le geste dentaire chez les patients à risque, par contre, tous les autres, ça a été retiré. Même les Anglais, ils ont retiré l'antibioprophylaxie recommandée pour les gestes dentaires, même chez les patients à haut risque. Alors voici un peu les données qu'on a eues depuis ces dernières recommandations, et notamment cette belle étude publiée l'année dernière sur des données populationnelles de codage. Et en fait, on voit en bleu le risque d'endocardite en cas d'absence d'antibioprophylaxie en cas de geste dentaire, et en rouge le risque d'endocardite en cas d'antibioprophylaxie. Ça marche pas bien le pointeur, mais tout ça pour dire qu'on voit bien à travers cette étude que l'antibioprophylaxie chez les sujets à risque est pertinente dans cette indication. Alors cette étude, elle a des biais, notamment elle utilise des données qui sont anciennes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même lorsque les gens sont convaincus qu'il faut le faire, c'est 30 à 50% des patients qui ont véritablement cette antibioprophylaxie avant un geste dentaire. Et donc ça encourage à modifier les pratiques. Et pour information, il y a un essai en cours qui est en train d'être réalisé en France, l'essai Prophète, qui va justement cibler des dentistes dans des territoires de santé, ou alors ils vont être assez agressifs dans l'information sur les bonnes pratiques, et à l'inverse d'autres territoires où ils ne vont pas faire d'information, et ils vont voir s'il y a des différences d'incidence d'endocardite dans ces deux territoires. Pour les procédures non dentaires, il y a eu quelques études observationnelles. Alors en fait, toutes ces études, c'est des études en case crossover. Donc l'idée, c'est que le patient est son propre témoin. Donc on va regarder l'incidence de l'endocardite dans les semaines précédant l'incidence d'un geste dans les semaines précédant l'endocardite versus il y a un an pendant la même période, est-ce qu'il y avait un geste qui a été réalisé. Et en fait, ces études ont montré qu'il y avait vraiment des gestes comme la bronchoscopie, comme la transfusion, qui étaient considérés comme à risque d'endocardite. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude-là, ils reprennent, on voit bien qu'il y a un risque d'endocardite sur toutes les indications qui étaient à l'époque une indication à l'antibioprophylaxie, qui après ne l'était plus. Et une étude également élégante de l'année dernière qui se rend compte que toutes ces procédures invasives non dentaires chez le patient à très haut risque d'endocardite donnent des endocardites de manière significative, alors que dans les autres groupes, plutôt pas. Donc voici les recommandations 2023. Donc il y a deux volets. C'est concernant l'antibioprophylaxie en cas de geste dentaire chez les sujets à risque. Là, il y a un fort grade de recommandation pour le faire systématiquement. Et en fait, il réouvre la porte à l'antibioprophylaxie en cas de procédure invasive
diagnostique ou thérapeutique sur tous les potentiels portes d'entrée possibles. Alors pour le coup, ils ne parlent pas du tout des modalités, mais voilà, en tout cas, il y a une idée qu'il faut peut-être plus de données pour trancher définitivement la question, alors qu'avant, ça ne l'était pas du tout recommandé. Un petit mot sur les molécules utilisées. En 2015, c'était simple. Si pas d'allergie, amoxicilline. Si allergie, clindamycine. Alors la clindamycine a été retirée des recommandations pour un bénéfice-risque en défaveur, puisque surtout à risque de colite à Clostridium. Et donc à la place, ils proposent l'azithromycine ou la doxycycline. Alors de manière étonnante, ils proposent des céphalosporines en cas d'allergie, mais pas s'il y a des notions d'urticaire. Donc je pense que doxycycline, c'est bien dans ce cas-là. Et un tout petit mot sur les mesures préventives dont je vous ai parlé. En fait, ils insistent beaucoup dans les recommandations sur l'éducation du patient pour justement prévenir les bactériémies sur les sites. Donc ça va être essentiellement aller chez le dentiste 1 à 2 fois par an, avoir une bonne hygiène de la peau, nettoyer les plaies, ne pas les négliger. Et puis en cas de fièvre, il faut consulter son docteur et pas prendre d'antibiotiques. Alors un petit mot sur l'allergie, peut-être on pourra en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui il y a des outils notamment cliniques pour éliminer une allergie supposée à l'amoxicilline, parce que vous savez qu'elle n'est pas avérée dans plus de 90% des cas. Et là c'est une étude qui a montré que le questionnaire PEN-FAST permettait en 3 questions de pouvoir s'affranchir de cette suspicion. Bonsoir à tous, moi je suis Emmanuel Reynaud, je suis anesthésiste réanimateur au CHU d'Angers, plus particulièrement dans le secteur de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle notamment. Et l'équipe d'organisateurs m'a demandé d'aborder la question de l'antibioprophylaxie, mais plus spécifiquement pour les procédures TAVI. Alors pourquoi cette question de l'antibioprophylaxie plus pour les TAVI, en dehors du fait je vais vous le dire, il y a des nouveautés. Bon, bien sûr parce qu'il s'agit d'une intervention qui touche une valve, un patient avec une valvulopathie, et sur laquelle on va mettre une prothèse valvulaire, qui est une prothèse bioprothétique. Et en plus de ça, on passe par voie transartérielle, et maintenant dans la très grande majorité des cas, c'est en plus on passe par voie transfémorale, donc avec un abord par le pli de laine. Enfin, quand je dis on, c'est les chirurgiens et les cardiologues. En plus de ça, ces patients, ils ont plus de comorbidités. Donc forcément, on va se dire, effectivement, eux, ils sont plus à risque d'infection et peut-être en plus à risque d'endocardite aussi. Si on regarde, j'ai mis ce tableau-là, même si on ne voit pas très bien ce qui est écrit, c'est une comparaison de patients qui vont avoir une TAVI et des patients qui vont avoir un remplacement valvulaire aortique chirurgical. Ce qu'on voit bien, c'est que toutes les caractéristiques, là, petit p inférieur à 0,001, ils ont tous plus de comorbidité, de la fragilité, un âge plus élevé. Il y a juste le diabète qui n'est pas différent entre les deux, plus d'insuffisance cardiaque. Et donc, on peut l'imaginer, plus de risque de faire une infection et donc une endocardite. Alors en fait, quand on regarde, malgré tout, l'incidence, là j'ai repris cette étude, ce qui est intéressant, c'est que c'est une étude française et puis c'est des données qui ne sont pas si anciennes, beaucoup de patients, 100 000 au total à peu près, et puis c'est entre 2010 et 2018 et c'est multicentrique. Ce qu'on voit, c'est que l'incidence de l'endocardite après TAVI, c'est dans cette étude, c'est 1,9. Et dans cette étude, c'est même un petit peu plus élevé qu'après chirurgie, où c'est 1,4. Alors ça dépend un petit peu des études, il y en a d'autres où on montre l'inverse. Pourquoi l'incidence dans ces... Alors finalement, c'est des patients qui ont plus de comorbidité, donc ça semble assez logique que l'incidence elle soit un petit peu plus élevée. Et dans cette étude, lorsqu'ils matchent les patients pour avoir des populations comparables, mais finalement on voit qu'en fait l'incidence elle est similaire entre l'incidence d'endocardite après TAVI ou après chirurgie. Elle est similaire, mais malgré tout, lorsqu'on a un patient qui va avoir une TAVI, eh bien, on va avoir une mortalité qui est plus importante. Alors, dans cette étude, c'est une mortalité plus importante qu'en chirurgie, mais globalement, de toute façon, le fait d'avoir une endocardite alors qu'on a eu une TAVI, ça va augmenter très fortement la mortalité.
Et lorsqu'on regarde l'incidence, là c'était une étude française, hein, lorsqu'on regarde l'incidence dans d'autres pays, en Europe et dans le monde, on voit qu'en Angleterre, là, sur une période qui n'est pas tout à fait la même, eh bien l'incidence elle est à peu près pareille, c'est vrai que ça ne marche pas très bien, c'est entre globalement 1 et 2% d'endocardites qui vont survenir chez ces patients qui vont avoir une TAVI ou une chirurgie, et avant 1 an, puisque c'est normalement, hein, lorsqu'on fait une antibioprophylaxie, on pense traiter une infection du site opératoire au moins dans l'année pour les patients qui ont une prothèse, eh bien on est aux alentours de 1%, et c'était un petit peu plus élevé ici pour des patients de chirurgie. Lorsqu'on regarde à 1 an, hein, dans des études là, qui sont publiées plus récemment et qui sont tirées qui ont additionné plusieurs études, 3 essais randomisés contrôlés, eh bien, on voit même des incidences à 1 an finalement très basses de l'endocardite post-TAVI ou post-chirurgie. Là, après TAVI, c'était 0,2% et 0,07 à peu près pour la chirurgie. Donc finalement, une question qu'on peut se poser, bon, on va faire de l'antibioprophylaxie chez ces patients, mais est-ce que c'est vraiment pour prévenir une endocardite, puisque finalement, à 1 an, l'endocardite, elle est très très faible. Et finalement, la question, nous, on ne se la pose pas trop en tant qu'anesthésiste ou en tant que chirurgien, probablement aussi, puisque de toute façon, dans toutes les chirurgies où on va mettre en place du matériel, et en tout cas du matériel qui va rester en place, et notamment les prothèses, eh bien, on a des recommandations pour prévenir les infections du site opératoire. Et donc, ce n'est pas pour prévenir prioritairement l'endocardite, même si là, c'est un peu spécifique, puisque TAVI ou chirurgie cardiaque, le site opératoire, c'est aussi l'endroit où on met la prothèse. Nos protocoles d'antibioprophylaxie, donc, c'est pour prévenir une infection qui survient dans les 30 jours ou dans l'année, même si cette définition, elle peut être challengée parfois, dans l'année lorsqu'on met un implant définitif. Et en règle générale, ce qui nous intéresse ou ce qui est le plus visible en termes de fréquence d'infection, ça va être des infections parfois superficielles, parfois profondes, parfois d'organes quand même. Et par exemple, en chirurgie cardiaque, ce qui va nous inquiéter plus en termes de fréquence, ça va être notamment la médiastinite post-opératoire. Nos protocoles d'antibioprophylaxie, ce qu'on veut, c'est que l'antibiotique s'oppose à cette prolifération microbienne, hein, dont tu parlais, et finalement dans les plaies, hein, même à la fermeture, eh bien, malgré tout ce qu'on a fait, il y a beaucoup de bactéries dont certaines peuvent être pathogènes, et l'antibioprophylaxie va pouvoir avoir un rôle là-dessus. On a globalement, lorsqu'on parle d'antibioprophylaxie, on parle toujours, entre anesthésistes en tout cas, de la classification d'Altemeyer. Et en fait, les chirurgies, elles sont classées selon leur risque. Il y a la chirurgie propre, et donc la chirurgie cardiaque et les TAVI en font partie, et la chirurgie propre contaminée, donc, où les chirurgiens interviennent sur l'intestin, par exemple. Et ce qui a été montré, c'est que même dans ces chirurgies propres, mais c'est des études très, très anciennes, hein, on réduit significativement, et il faut donc faire des antibiotiques, en tout cas dans certaines circonstances, et notamment lorsqu'on met des implants. On a quelques grands principes d'antibioprophylaxie qu'on dit souvent. Donc ce qu'on veut, c'est utiliser un antibiotique qui va être efficace sur les bactéries les plus fréquemment en cause. Et donc ça dépend bien du type d'intervention, mais en fait on a des tableaux par type d'intervention, des recommandations qui nous proposent des antibiotiques selon les interventions, mais il faut aussi être efficace selon l'écologie de l'unité d'hospitalisation. Et donc malgré des recommandations nationales, on se met en lien avec les experts infectiologues de notre centre pour adapter ou non, s'il n'y a pas besoin, les antibiotiques, nos protocoles
protocole d'antibioprophylaxie. Et puis on peut s'adapter dans certains cas à la flore endogène du patient. Il faut bien sûr que notre antibiotique il ait peu ou pas d'effets indésirables, il ne soit pas générateur ou peu de résistance. De préférence d'ailleurs, il est souvent différent des antibiotiques utilisés en curatif, même si ce n'est pas toujours vrai. Et on doit faire cette antibioprophylaxie dans les recos de 2018, c'est environ 30 minutes avant. Ça, c'est pas toujours simple à faire lorsqu'on a notamment des interventions qui s'enchaînent assez rapidement, comme l'Étavie. C'est limité à la période péropératoire, même si dans certains cas, en chirurgie cardiaque, dans certains centres, on peut aller jusqu'à 24 heures post-opératoire. Et puis, on fait des doses qui sont un peu plus importantes que pour des infections non sévères, avec une dose double de la dose usuelle, là, 30 minutes avant, pour que l'antibiotique soit présent dans les tissus où le chirurgien va intervenir. Et donc, on a des recommandations, c'est par type d'intervention. Là, je vous ai mis les dernières publiées françaises et c'est en fait, elles sont mises à jour régulièrement. Et donc là, c'est la dernière qui est actuellement publiée, c'est celle de 2018. Qui va être bientôt remplacée par les nouvelles de 2023 que je vais vous montrer après. Qu'est-ce qu'il en est pour la chirurgie cardiaque? Eh bien, en chirurgie cardiaque, c'est propre. On veut être actif contre le Staph aureus, le Staph epidermidis, et puis quelques bacilles à gram négatif. Et donc, on avait ces recommandations jusqu'à là, c'est toujours celles qu'on utilise. C'est céphazolines ou céphamenol ou céphiroxime, c'est-à-dire une céphalosporine de première ou de deuxième génération, et puis on réinjecte selon la demi-vie des patients. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les TAVI? Eh bien, finalement, lorsqu'on regarde, c'était pas écrit spécifiquement TAVI en 2018. Et nous, ce qu'on suit globalement, c'est gestes endocavitaires et c'est mis voir ci-dessus chirurgie cardiaque. Donc actuellement, on fait dans la plupart des centres céphazolines pour être actif contre le Staph aureus, le Staph epidermidis. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre d'études relativement récemment publiées, 2015-2020, avec même déjà des méta-analyses. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde ici 11 études, entre 2012 et 2018, eh bien, le premier trait ici, c'est que l'endocardite après procédure TAVI, la première bactérie, c'est l'entérocoque, et plus souvent d'ailleurs l'entérocoque fécalis, avec dans cette étude-là qui regroupe 11 études, finalement une prédominance à 25-90% des patients qui font une endocardite après TAVI, c'est de l'entérocoque. Et c'est pas donc le Staph aureus qui arrive malgré tout après, Staph aureus 16-10, et puis le Staph coagulase négative 14-7 de cette bactérie dans les endocardites après TAVI. Le problème de ça, c'est que la céphazoline, elle n'est pas active sur l'entérocoque. Et donc, alors même qu'il y a assez peu d'autres infections post-TAVI que l'endocardite, et il se trouve que l'endocardite, elle est majoritairement, et c'est le cas dans plusieurs études, majoritairement ou à égalité avec le Staph, eh bien on couvre pas ça. J'avais mis quelques études, c'est juste pour dire, dans certaines études, c'est bien l'entérocoque qui arrive en première position. Dans d'autres, c'est le staphylocoque. Et ça a fait qu'en début d'année, eh bien, Vincent m'avait contacté, on a pu discuter aussi avec Pierre, et puis moi je faisais partie du groupe de travail des nouvelles recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation en lien avec la SPILF. Et puis on avait discuté, on s'était posé la question, alors eux s'étaient posé la question, pourquoi déjà, quelle catégorie de patients, pourquoi ils font plus d'endocardite à entérocoque? Est-ce que c'est lié à leur âge, à leur comorbidité? Est-ce que c'est lié aussi à la voie d'abord qui est très fréquemment fémorale maintenant? Et puis est-ce que c'est peut-être lié aussi au fait qu'on fait une antibioprophylaxie qui est en fait inefficace sur les entérocoques, puisqu'on fait, et c'est le cas dans la quasi-totalité des centres, des céphalosporines première ou deuxième génération. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, c'était la question qu'on avait en début d'année, faire une étude et puis évaluer le traitement, nos recommandations actuelles versus une autre antibioprophylaxie.
La question se posait d'autant plus que finalement, lorsqu'on regarde, quand on compare endocardites précoces qui sont en bleu tout en haut à gauche ou endocardites tardives, eh bien oui, parmi les endocardites précoces, il y a aussi beaucoup, l'entérocoque fécalis en fait partie, donc il y aurait un sens à traiter ces patients si on pense que faire l'antibioprophylaxie peut faire diminuer les TAVI, ce d'autant plus qu'on sait, là c'est la courbe rouge, que c'est grevé d'une forte mortalité. Et puis, en plus de ça, on sait que ces endocardites à entérocoque, et en tout cas Pierre et Vincent nous l'ont montré récemment, et j'espère ne pas mal interpréter votre étude, mais on sait qu'elles sont globalement difficiles à traiter une fois qu'elles sont là, avec des rechutes qui sont fréquentes et des rechutes qui surviennent, c'est le premier graphique à gauche, qui peuvent survenir même 6 mois après le premier épisode. Donc il y a un sens à essayer de les prévenir. Et ça tombe bien parce que les nouvelles recommandations de l'ESC en 2023 nous suggèrent de modifier notre antibioprophylaxie pour les patients qui vont avoir une TAVI en utilisant des antibiotiques qui vont être actifs sur la flore cutanée, mais qui incluent non seulement le Staph aureus, mais aussi l'entérocoque. Ils ne sont pas très précis dans quel antibiotique utiliser, mais dans leur supplément, ils précisent un peu, et ça tombe bien parce que c'est les antibiotiques qui vont être, et là je vous le mets un peu en avant-première, elles ne sont pas encore publiées, mais normalement ça ne devrait pas changer, ce qui va être publié, les nouvelles recommandations, donc SFAR SPILF de 2023, et pour les procédures TAVI, et on voit que ce n'est pas uniquement les procédures TAVI, en fait c'est toute la cardiologie structurelle, ce qui est recommandé, ce qui va être recommandé, ça va être d'utiliser cette fois-ci des molécules qui vont pouvoir être actives sur l'entérocoque aussi, et donc amoxicilline avec acide clavulanique, ou en alternative, stéphazoline plus amoxicilline. Les deux sont possibles, et c'est ce qui est proposé un peu aussi dans le supplément des recommandations de l'ESC. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a donc pas de différence selon la voie d'abord. Ça peut être discuté et pour les autres types d'interventions qui ne sont pas toujours les mêmes populations de patients. Nous, on va continuer de se poser des questions. En fait, au quotidien, on se pose toujours des questions sur l'antibioprophylaxie. À chaque fois qu'on a un patient obèse, nos recommandations nous demandent de doubler les doses de bêta-lactamine. Alors là, si on double la dose de 2 grammes de céphazo plus 2 grammes d'amox, ça va faire 8 grammes en bolus sur 5 minutes. Je pense qu'on ne fera pas ça. Mais peut-être qu'on fera quand même les 4 grammes d'augmentin. C'est pas précisé. La vancomycine, on se pose toujours la question. Alors, est-ce que les patients déjà sont... Parce que en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est l'alternative, ça va rester la vancomycine ou éventuellement la thécoplanine qu'on n'utilise pas nous. Avec toujours des questions, la vancomycine... déjà, autant sur le staph ou sur probablement l'entérocoque, c'est intéressant, mais ça ne va pas couvrir d'autres bactéries qui nous intéressent. Et puis, on se pose des questions au quotidien, c'est quand est-ce qu'on l'a fait ? En chirurgie cardiaque, on va avoir le temps parce qu'on met 1 heure à préparer le patient avant que le chirurgien arrive et incise. Et donc finalement, si on n'a pas fait l'antibiotique dans le service, eh bien, on va quand même réussir à faire une dose relativement suffisante avant l'incision. En TAVI, c'est un petit peu différent. Si on n'a pas fait l'antibiotique dans le service, eh bien, lui passer les 2 grammes en 15 minutes, ça ne va pas être possible. Et donc, peut-être qu'on ne sera pas actif au moment où le chirurgien va mettre, où le cardiologue va mettre la prothèse. Et il y a toujours donc cette question du timing des antibiotiques qui se pose. Et par exemple, à l'heure actuelle, même pour faire de la céphazoline avant TAVI, finalement, parfois, je pense qu'on l'a fait 5 minutes avant l'incision, ce qui n'est pas les recommandations. Alors, est-ce qu'on devrait la faire avant dans le service ? C'est une autre question. Ce qu'il faudra essayer de répondre, c'est voir si ces nouvelles recommandations vont vraiment améliorer et prévenir ces endocardites qui sont observées, notamment celles à entérocoque. Et puis tout ça s'inscrit de toute façon avec d'autres mesures. Et donc j'ai repris la
toute première diapo de Pierre. Hein. C'est vrai que l'antibioprophylaxie, on agit là autour du geste invasif, mais il y a d'autres choses dont on n'a pas trop parlé, des mesures préventives et puis identifier les patients. Ça, on le fait déjà. Par exemple, en chirurgie cardiaque, on fait de la décontamination nasale systématique parce que c'est recommandé par l'ASFAR. Ça ne l'est pas tout à fait dans ces nouvelles recommandations de l'ESC, où il est plutôt proposé de dépister le Staph aureus et éventuellement de traiter. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses qui sont proposées dans ces... tu l'as abordé un petit peu, hein, c'est ces patients-là, et il le précise, hein, qui vont avoir des TAVI ou une chirurgie valvulaire, doivent avoir des foyers infectieux dentaires traités dans les 2 semaines qui précèdent l'intervention, si c'est possible, si le patient n'est pas urgent, bien sûr. Et donc, c'est toutes ces mesures qui vont nous permettre de prévenir l'endocardite ou les complications graves associées. Là, je vous mets la vue qu'on a en tant qu'anesthésiste lorsqu'on est en TAVI. Finalement, on ne voit pas grand-chose. Et surtout, on a intérêt à faire notre antibioprophylaxie assez tôt parce qu'après, on n'a plus accès. Hein. Donc, voilà. Je vous remercie. Bonjour. Sur les TAVI, on a dit que c'était des patients assez comorbides et il n'est pas rare qu'on ait des plaies de jambes, des ulcères, des trucs semi-chroniques. Comment on peut évaluer le risque infectieux de ces plaies? Parce que c'est pas tout à fait rare. C'est vrai que moi, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si vous avez... Je regarde les infectiologues. si vous avez une idée. C'est vrai qu'on est souvent embêté parce que parfois, on ne les voit pas à la consultation et on les voit la veille de la chirurgie. Ce qu'on découvre parfois, hein, le jour de la chirurgie aussi, c'est finalement des plis inguinaux qui sont... Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais c'est un peu inflammatoire. Hein. C'est un peu voilà, humide. Et c'est vrai qu'on se pose à chaque fois des questions. Souvent, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on en discute à 3 et puis on décide de savoir si l'intervention est urgente ou pas. Probablement qu'il faudrait les décaler. Ils insistent quand même à plusieurs reprises, je trouve, dans ces recommandations, de ne pas hésiter à décaler les patients s'ils ne sont pas urgents, plutôt que de prendre un risque. En tout cas, j'ai revu cette phrase à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas, parce que mais de ne pas hésiter à reporter les patients si l'intervention n'est pas urgente pour éviter un risque d'endocardite. Effectivement, pour ces patients-là, je pense que je suis plutôt assez d'accord avec ça. C'est plus un problème de propreté au niveau des plis inguinaux, là où on insère les cathéters, quoi, globalement. Les problèmes de jambes, dans l'ensemble, bon, ça reste des patients qui sont fragiles, c'est vrai. Ils ont quelquefois de l'artérite, des choses de ce genre-là. Ça reste des maladies qui, en général, sont plutôt qui ne sont pas négligées, parce que c'est des patients qui sont en bout de fil d'une chaîne médicale. Donc moi, c'est pas trop effectivement tant sur le problème des plaies de membres qui sont finalement à distance du site opératoire. En revanche, le vrai problème, je suis d'accord avec toi, c'est la propreté des scarpas, quoi. Nous, dans notre service de chirurgie cardiaque, pour les patients qui sont hospitalisés en chirurgie cardiaque, ces patients-là font l'objet d'une vérification systématique et assez sévère de la propreté des plis inguinaux par nos infirmières qui sont déjà formées pour la chirurgie cardiaque conventionnelle, la formée à la dépilation, toutes ces choses-là. Effectivement, peut-être que c'est pas tout le temps fait. Alors après, ça dépend aussi des patients. Hein. C'est sûr que quand on a un tablier abdominal qui déborde, qui arrive jusqu'au genou, voilà, je ne sais pas si ça pourrait quand même, si ça reste un motif malgré tout d'annulation ou de report, parce que ça reste des patients qui ont un RAC, quoi, et qui, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Donc, je pense il est possible qu'on doit faire peut-être encore un peu plus d'efforts à ce sujet-là, mais aller jusqu'à dire que ça doit être un motif de report, ça me paraît difficile, quoi. Pierre, ton avis? Oui, moi j'ajouterais par rapport à la question des plaies.
En fait, la question, c'est surtout le risque de bactériémie. Et donc, effectivement, si on a une plaie qui est sale, inflammatoire, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre une valve prothétique à ce moment-là. Et je penserai aussi aux gestes qui sont prévus s'il y a des soins, notamment de détertion assez sanguinolents. Ça, c'est vraiment typiquement ce qui va favoriser des bactériémies à bas bruit et au décours d'une implantation, mais que ce soit par TAVI ou remplacement valvulaire chirurgical. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de ces gestes-là. Et d'ailleurs, dans les études que je vous ai montrées sur les gestes cutanés, ils ont prouvé que le myélogramme était à risque d'endocardite. Donc c'est vraiment tout ce qui va impliquer un saignement cutané, même ne serait-ce qu'une biopsie, s'en méfier chez les patients considérés comme à très haut risque. Est-ce qu'on a des données comparatives avec les voies carotidiennes par rapport aux voies fémorales pour le problème des infections endocarditiques ? Non, il n'y en a pas. J'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est que malgré tout, c'est surtout... Enfin, je parle pour les endocardites et entérocoques, du coup, mais j'ai l'impression que c'est plus des voies fémorales. Je ne sais pas si tu sais pour le... Les plaies de membres inférieurs, c'est les plaies artérielles, donc ça veut dire qu'ils sont souvent artéritiques. Quand ils sont artéritiques, on change de voie d'abord. Enfin, c'est le principe aussi du staff TAVI du lundi. C'est-à-dire qu'on discute avec les cardiologues, effectivement, pour changer de voie d'abord. Clairement, une plaie de jambe, d'abord, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup. Enfin, dans mes souvenirs, on n'en a pas beaucoup. Mais effectivement, par contre, de changer de voie d'abord, oui, ça, on le fait facilement, quoi. Après, il n'y a pas d'études. Finalement, le taux d'endocardite, il est faible sur le TAVI, sur les... Juste concernant, pour alimenter un peu la réflexion, en effet, il nous arrive quand même de voir des bactériémies à staphylocoque doré sur des vieilles plaies, et notamment des ulcères veineux, qui ont une prévalence qui est vraiment énorme en fait. Mais je vous rejoins sur le fait que c'est une question de rapport bénéfice-risque. On en est devant une possibilité de bactériémie dans un délai incertain versus quand vous posez un TAVI, c'est... Il y a quand même une donnée qui est quand même sur l'évolution de cette activité. C'est qu'aujourd'hui, quand même, les recommandations, c'est qu'on implante quand même du TAVI chez des patients qui sont de plus en plus jeunes. Donc, qui ont moins de comorbidité. Parce que là, les populations que tu as montrées, c'est sur des patients qui étaient, à l'époque, contre-indiqués à la chirurgie ou à haut risque chirurgical. Donc, il y avait vraiment des comorbidités importantes. Là, aujourd'hui, plus de 75 ans, 76 ans qui vient au TAVI, il est plus comorbide. Par contre, on va se retrouver avec des endocardites pour lequel on va en discuter en staff, et se posera la question d'une intervention chirurgicale chez ces malades-là, avec lesquels on ne se posait pas avant, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce soir la question du traitement notamment chirurgical des endocardites sur TAVI, mais ça devrait se poser dans les années qui viennent, en effet. Je vous propose qu'on passe à la présentation suivante pour ne pas perdre trop de temps. Et on accueille donc Gabriel Garcia qui va nous parler d'un sujet qui nous paraît très actuel, les endocardites du cœur droit chez les sujets qui consomment de la drogue par voie intraveineuse. Alors, quand je dis que c'est très actuel, c'est parce qu'on a vraiment eu beaucoup plus de cas ces derniers mois que ce qu'on avait pu voir les années précédentes. Merci Gabriel.